voulais savoir comment est-ce qu'on peut contribuer à l'insertion des jeunes, des personnes handicapées, et puis finalement lutter contre le chômage au niveau d'une caisse primaire. Je vais vous le dire. Alors favoriser l'insertion des jeunes, des personnes handicapées, je dirais plus généralement de toutes les personnes qui peuvent rencontrer des difficultés pour accéder à l'emploi, ne se fait pas par hasard. Il nécessite une méthodologie et l'utilisation d'outils et de relations qui sont en mesure de pouvoir atteindre cet objectif d'insertion professionnelle. Alors, comment est-ce que la caisse primaire a procédé? Cette démarche a été initiée depuis fin 2009. Elle est entrée, on va dire, dans le concret depuis le début 2010. Et elle repose sur un maître mot qui est finalement le partenariat. C'est pas la caisse primaire de la Savoie qui, tout seul dans son coin, peut à elle seule recruter des jeunes, recruter des personnes handicapées, par exemple, pour ne citer que ces deux publics. Elle doit le faire en s'appuyant sur l'expertise et sur la compétence d'un réseau de professionnels qui ont l'habitude de participer au monde de l'emploi, soit parce qu'il s'agit de structures de services publics dont la mission est de promouvoir l'emploi, je pense à Pôle emploi, je pense à la mission locale jeune, je pense à Cap emploi par rapport à leurs différents publics, et puis également sur l'école, sur les écoles d'enseignement supérieur, qui forment des jeunes, et pour lesquels je crois l'articulation entre l'entreprise et ses établissements est de nature à permettre de disposer de jeunes dont les compétences sont pleinement adaptées à nos besoins. Et donc, si je devais résumer les différentes modalités qui ont présidé à cette démarche, je pense qu'elle repose sur un partenariat, et un partenariat tout d'abord qui est matérialisé par des conventions qui unissent la Caisse primaire de la Savoie avec chaque structure compétente dans son domaine d'action, Pôle emploi, mission locale jeune par rapport à l'insertion bien sûr des jeunes, Cap emploi, sur la thématique de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, et puis les écoles, telles que l'école supérieure de commerce par exemple. Vous pourrez également citer des structures qui favorisent également l'emploi des jeunes telles que la FIGE. Et donc cette idée de convention a pour objectif également de montrer vis-à-vis de nos partenaires et vis-à-vis du grand public, à la fois des intéressés, des gens qui sont peut-être de futurs embauchés, mais également au niveau de nos entreprises, le volontarisme de nos structures pour pouvoir avancer et contribuer à l'insertion de ces publics et, on va dire, apporter notre quote-part, ce que j'appellerais la bataille pour l'emploi. Alors ces conventions, une série de conventions bilatérales ont été conclues, et sont en passe encore d'être conclues entre la CEPAM et la MSJ, conclues tout récemment, entre la CEPAM et Cap emploi, et entre la CEPAM et la FIGE, entre la CEPAM et l'ESC. D'autres conventions vont être conclues, notamment avec Pôle emploi, en s'articulant notamment sur l'utilisation de la méthode de recrutement par simulation. Conventions ont aussi un intérêt, permettent une certaine médiatisation, en s'appuyant notamment sur la presse locale, qu'elle soit écrite, radiophonique et télévisuelle. L'intérêt de cela, de cette médiatisation, est de montrer l'ancrage territorial de la caisse primaire comme acteur en faveur de l'emploi dans son bassin de population, dans sa circonscription. Et cette utilisation, on va dire, mesurée et adaptée des médias pour pouvoir, on va dire, appuyer ces démarches est aussi un outil de valorisation de l'image de marque de notre organisme et derrière notre organisme de l'assurance maladie et de la sécurité sociale. L'intérêt de ces conventions est de concrétiser des engagements réciproques entre la caisse primaire et ses différents partenaires. Il est important pour la caisse primaire de présenter ses emplois de façon à pouvoir avoir l'assurance de recruter des personnes dont les compétences seront particulièrement adaptées à ses besoins, à des besoins qui répondent notamment aux objectifs qui sont déterminés à la caisse primaire dans le cadre notamment du contrat pluriannuel de gestion. Donc, pour ce faire, il est important d'assurer une information régulière
soit par des présentations dans les locaux de la MLJ, Cap Emploi, Pôle Emploi ou des écoles, ou par également une immersion de ces conseillers, des conseillers de ces structures au sein de notre entreprise, pour qu'ils puissent aller dans les services, voir à quoi ressemble l'accueil, à quoi ressemble le métier de téléconseiller, à quoi ressemble le métier tout simplement même de technicien, et avoir une parfaite connaissance de ce que recoupe une caisse primaire, indépendamment peut-être des clichés qui ne sont plus trop révélateurs de notre réalité. Pour assurer notamment l'objectif de recruter de façon anticipée, la caisse primaire, et cela est mentionné notamment dans les conventions avec les partenaires du monde de l'emploi tels que Pôle Emploi, MLJ, Cap Emploi, est attachée à utiliser des outils, des contrats qui sont particulièrement adaptés notamment pour les jeunes ou pour les personnes handicapées, et pour favoriser leur embauche, notamment dans une dimension prospective, anticipatrice. Pour cela, les pouvoirs publics ont mis à disposition des entreprises telles que les nôtres une série d'outils, de contrats, tels que les contrats d'accompagnement à l'emploi, CAE, CIE, dans le cadre du nouveau dispositif du contrat unique d'insertion. Ces contrats ont un mérite, c'est que par les exonérations, par les aides, elles facilitent, elles permettent à nos organismes de pouvoir recourir à des CDD d'une durée suffisamment longue pour pouvoir investir sur ces personnes, pour pouvoir les former, et allègent entre guillemets le montant, on va dire, du coût de ces embauches, car c'est un réel problème, il ne faut pas se le cacher. Elle donne des facilités qui autorisent une anticipation. Je prends un exemple, un organisme tel que le nôtre, qui en moyenne peut envisager d'avoir 12 départs en retraite chaque année, avec l'hypothèse d'un taux de remplacement de 50%, recruterait 6 personnes. Cela fait néanmoins que chaque année, il y a 6 personnes qui ne sont pas remplacées. Cela peut, à un moment donné, tant que les gains de productivité ne sont pas au rendez-vous, poser quelques soucis. Alors, sans doute que pour mieux passer, on peut imaginer, c'est un peu l'idée de notre démarche, de recruter de façon anticipée les CDI de l'année, une partie des CDI de l'année N+1 et N+2, dès à présent, en recourant à des contrats de professionnalisation ou en recourant à des CAE, et de pouvoir comme ça prendre le temps de les former, de façon à ce qu'ils soient directement opérationnels le jour où ils seront transformés en CDI. Cette démarche d'anticipation est aussi donc de nature à faciliter pour l'organisme l'atteinte de ses objectifs, tout en respectant, et ça c'est fondamental, le respect des dispositions du CPG, la nécessité de maîtriser bien sûr nos dépenses de gestion administrative, et de ne pas recruter bien sûr au-delà de ce qui est permis, parce que je pense qu'on montre bien que l'utilisation de ces contrats, dès lors qu'elle est vraiment organisée, anticipée, peut tout à fait se faire dans un cadre, tout en respectant un cadre contraint, sans entraîner des sureffectifs, on va dire, même si, temporairement, eh bien oui, alors que l'on a peut-être 6 personnes qui devraient quitter nos effectifs, on n'en aura finalement de fait que 3, parce qu'on aura pu recruter 3 nouvelles personnes qui seront, en l'occurrence, des CDI 2011 ou 2010. L'outil qui me semble peut-être le plus important pour favoriser cette anticipation des recrutements, sans contexte, le contrat de professionnalisation. La formation d'alternance revêt un énorme atout, c'est qu'elle permet de former de façon là aussi anticipée des personnes qui vont pouvoir intégrer nos organismes, mais notamment, pas que, notamment les jeunes. Et les contrats de professionnalisation nous permettent de prendre des personnes pendant 12, 18, voire 24 mois, de leur dispenser une formation adaptée, notamment s'appuyant sur le réseau institutionnel, par exemple des formations de techniciens d'assurance maladie dans le cadre du dispositif TAM-TAM, mais il y en a d'autres. L'ensemble des formations prévues par l'institution peuvent très bien donner lieu à des contrats de professionnalisation. Et donc on est là avec un outil qui favorise véritablement l'insertion de jeunes, mais pas forcément que de jeunes. Je veux dire, le contrat de pro peut être proposé à d'autres classes d'âge, et est un élément qui favorise incontestablement
cette démarche d'anticipation. Et je crois que cela montre bien que la bataille pour l'emploi, ce n'est pas simplement une affaire de contrat de travail et d'embauche, c'est aussi une affaire de formation et d'anticipation de formation adaptée aux réels besoins de l'entreprise. Une autre modalité qui permet d'atteindre cet objectif d'insertion, notamment des plus jeunes, porte sur l'utilisation et le recours à des stagiaires. Alors, stagiaires, c'est pas nouveau, mais il y a une façon peut-être de recourir à des stagiaires. Hormis l'aide ponctuelle que les stagiaires peuvent apporter, ils peuvent être, on va dire, un moyen également d'anticiper nos recrutements. Parce que finalement, comment recruter quelqu'un en CDI? C'est tellement plus intéressant de pouvoir recruter quelqu'un qu'on a pu, entre guillemets, tester. Des contrats CDD peuvent le faire, mais ce n'est pas forcément toujours l'outil le plus adapté, notamment sur un certain nombre de compétences. Évidemment, comme on voit bien que la bataille pour l'emploi et toute notre démarche repose sur à la fois des recrutements anticipés, des recrutements de qualité, mais également par une amélioration du dispositif de formation initiale. On voit bien que le recours à des stagiaires répond à ces deux objectifs, puisque par les stagiaires, on peut disposer de compétences que l'on n'a peut-être pas forcément en interne, qui nous permettent d'atteindre encore plus nos objectifs. Je vais prendre un exemple. Nous avons eu recours à des stagiaires dans l'école supérieure de commerce qui ont donc une formation en marketing, par exemple, et que nous avons pris pendant 4 mois, ce qui correspond à une durée déjà conséquente, pour nous aider à promouvoir les téléservices, tant pour les assurés que les employeurs ou les professionnels de santé. Les stagiaires apportent donc une aide notable. Mais en même temps, durant leur stage, ces stagiaires sont évalués, ils sont en situation de travail. Ils peuvent peut-être découvrir un nouvel univers qu'ils ne soupçonnaient pas et qui peuvent les intéresser. Et pareil pour nous, caisse primaire d'assurance maladie, de découvrir des jeunes stagiaires dont la compétence, l'implication nous auront particulièrement plu et que nous pourrions presque pré-recruter, retenir pour d'éventuels recrutements. L'utilisation de stages sur des tâches correspondant aux besoins de l'entreprise pour lesquelles ces stagiaires sont reconnus, avec le versement et gratification prévue à cet effet, pleinement intégré à l'organisme, est un moyen et un outil de pré-recrutement, d'anticipation, notamment sur des compétences nouvelles qui seront d'autant plus nécessaires, qui correspondront aux objectifs qui seront ceux assignés par la COG et le CPG. Notre démarche repose également sur un partenariat, puisque je parlais tout à l'heure de partenariat, un lien très étroit avec la CNAM. Il se trouve que la Caisse primaire de la Savoie est membre du groupe national de développement durable, de la branche maladie et retraite, qu'elle est également impliquée dans différents ateliers, notamment au plan de l'axe social, et que cette participation témoigne de notre intérêt, de notre motivation pour cette thématique dans laquelle nous croyons. La Caisse nationale a une approche réseau. Elle souhaite que les organismes puissent expérimenter, puissent proposer des initiatives, et cela nous convient tout à fait. C'est pour ça que lorsque cette démarche a été initiée, j'ai non seulement informé, avant même sa mise en œuvre, la CNAM, qui m'a développé son intérêt sur ce sujet, à tel point que cette démarche fait l'objet d'un atelier spécifique donnant lieu à une fiche de bonne pratique qui sera diffusée au réseau de l'assurance maladie et de la branche retraite. Je pense qu'il est important que sur ce genre de démarche, un lien étroit avec la Caisse nationale, en l'occurrence pour la Caisse primaire, la CNAM, soit prévu, soit réalisé. Ce ne doit pas simplement être une démarche purement isolée. Il est bon de montrer très concrètement comment on peut, à notre niveau, au sein de notre circonscription, de nos territoires, apporter notre pierre pour favoriser l'emploi de ceux qui rencontrent le plus de difficultés et contribuer ainsi
à la qualité et à la fidélisation également de nos recrutements pour mieux atteindre nos objectifs. Mais ces outils, c'est-à-dire convention, l'utilisation de ces contrats aidés, de la formation d'alternance, le recours à des stagiaires, le lien étroit avec la Caisse nationale, ne sont pas forcément suffisants pour que cette démarche puisse réussir. Il faut aussi qu'en interne, au sein de la Caisse primaire, il y ait une volonté, je dirais, il y ait des volontés, il y ait une implication, il y ait une communication pour pouvoir permettre à cette démarche de pleinement réussir et d'atteindre son objectif.